bienvenue à la table ronde de l'intelligence artificielle, solutions ou problèmes en face du développement durable. Nous sommes très heureuses d'être ici ce matin parmi nos fabuleux et fabuleuses panélistes que Stéphane va laisser se présenter dans un instant. Donc, rapidement, je vais prendre une petite 2 minutes pour présenter c'est quoi le réseau qui est qui est l'initiative qui a organisé l'événement de ce matin. Donc, le réseau, c'est le réseau intersectoriel francophone pour les objectifs de développement durable. Moi, je m'appelle Ashley Burns, je suis la coordinatrice du réseau. Et je peux dire très brièvement que le réseau, ça a la mission de favoriser la promotion, la sensibilisation, l'appropriation, la mesure, le suivi et l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU, en unissant et en mobilisant les partenaires académiques et non académiques francophones dans leur action collective. Donc, plus concrètement, qu'est-ce qu'on est au réseau, qu'est-ce qu'on fait? On est un groupe composé de nombreux membres issus de divers secteurs, à la fois des secteurs académiques comme les universités, des collèges, mais aussi des acteurs issus des secteurs non académiques. Ça peut être des municipalités, des PME, des OBNL, etc. Donc, on est vraiment une gang assez diverse. On organise actuellement entre 3 et 4 activités par mois pour les membres, dont il y a l'activité de ce matin. Et on a des différents outils de diffusion et de partage pour permettre la collaboration puis la co-création dans les réseaux. Donc, il y a une infolette qui sort en début de chaque mois. L'infolette est sortie hier pour le mois de décembre. Alors, si jamais vous souhaitez vous joindre au réseau, je peux certainement vous transmettre cette information dans les prochains jours. Et on a aussi une communauté de pratique sur les municipalités durables, mais on souhaite mettre de plus en plus de communautés en pratique de pratique en place dans les prochains mois et années. Alors, restez à l'affût pour ça. Donc, je remercie rapidement nos collaborateurs. Le réseau est une initiative initiée au début par l'Institut EDS et le CIROD, mais aujourd'hui, on a plusieurs organisations qui dédient beaucoup de temps en tant que membres du comité d'orientation. Et je vous invite à apprendre davantage sur notre site web ou en nous contactant par courriel et vous pouvez vous inscrire tout de suite à être membre ou pour avoir l'information de notre infolette. Alors, je vais mettre toutes ces infos pour comment rentrer en contact avec nous dans le chat dans 1 minute. Donc, tout cela étant dit, je vais présenter rapidement maintenant notre animateur de l'activité de ce matin, qui est Stéphane Roche. Stéphane est professeur titulaire au département des sciences géomatiques à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à l'Université Laval. Il est aussi directeur scientifique de l'Institut EDS et aussi du réseau DD. Et il est aussi notamment co-responsable de l'axe de recherche de la sobriété numérique et transition socio-écologique de l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Alors, Stéphane, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ashley, bon matin à toutes et tous. Soyez donc les bienvenus à cette table ronde virtuelle. Donc j'avais prévu de mentionner les organisateurs, mais je ne le fais pas puisque tu l'as déjà fait. Mais je remercie l'Obvia même également, tu as mentionné, puisque parmi trois, je crois au moins, des 4 panélistes, plus moi, sommes des membres actifs de cet axe que tu as cité, hein, l'axe sobriété numérique et transition socio-écologique, qui est un des derniers axes qui a été initié au sein de l'Obvia. Donc, mon nom est Stéphane Roche. Je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde au cours des 90 prochaines minutes. On m'avait dit que vous étiez 170 participantes inscrits, une bonne cinquantaine en ligne ce matin. Alors, à n'en pas douter, ben, la qualité des panélistes invités a fait son effet, hein. Moi-même, je suis vraiment extrêmement honoré et impressionné de la composition de ce panel, mais je vais y revenir. Mais j'ose croire aussi que cet intérêt manifeste, il n'est pas sans lien avec le thème que l'on vous propose ce matin, évidemment. C'est l'intelligence artificielle, on en parle, on la vit, on la subit, elle fascine, mais elle inquiète, elle suscite énormément d'attentes, les plus grands espoirs, mais elle génère aussi de grandes peurs. Puis d'un autre côté, les changements climatiques, ben, ils sont réels, quoi qu'en disent certains et certaines peu informés volontairement ou par manque d'intérêt, mais les enjeux qu'ils soulèvent, les incertitudes qu'ils font peser sur notre capacité individuelle et collective à construire un monde durable, juste, inclusif, ben, ne devraient laisser personne indifférent. En tout cas, ils ne nous laissent pas indifférents et ils ne vous laissent pas indifférents puisque vous êtes là ce matin. Alors, mais mettre en dialogue, hein, l'intelligence artificielle, le développement durable, la lutte au changement climatique,
bah, ça revient de fait à tester un mélange un peu explosif. Parce que quand on met deux grands enjeux comme ceux de société comme cela face à face, et qu'on essaie de les mettre en dialogue, c'est pas forcément très simple, ça peut être clivant, mais en tout cas, c'est le type de débat absolument nécessaire. Il y a de plus en plus d'études hein, qui, qui s'y attachent, qui s'y attaquent. Et alors certains nous disent que l'IA, ces algorithmes prédictifs, tu sais, la force de simulation, la capacité à faire parler des montagnes de données souvent incohérentes, bah, ça constitue la solution ou alors une des solutions principales aux enjeux qui sont soulevés par la transition socio-écologique. Mais comment? Tu sais, à quel coût? Puis j'entends pas seulement les coûts financiers quand je dis à quel coût, quels sont les obstacles, quels sont les risques qu'un recours trop massif à l'IA, quels sont les risques que ça contribue finalement à alimenter le problème auquel on cherche justement à apporter des solutions en mobilisant l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un équilibre possible entre le déploiement de l'IA dans la société puis la nécessité de repenser ou de penser une société plus durable, plus juste, plus équitable? Vous avez toutes et tous vu, hein, il y a quelques semaines, la Commission de l'éthique en sciences et technologies du gouvernement du Québec qui a diffusé un avis intitulé Regard éthique sur les effets environnementaux des technologies numériques au Québec et qui, en sous-titre, ce qui était assez courageux, je trouve, précisait l'impératif de la sobriété numérique. Donc je pense qu'on va revenir au cours de la discussion avec les panélistes sur cette question-là. Et en fait, l'objectif de cet avis, c'était, après, ça a consisté essentiellement à émettre, je crois, 16 recommandations qui sont destinées à accompagner les décideurs publics dans une démarche qualifiée de sobriété numérique. Alors aujourd'hui, on a quatre panélistes, Ashley le précisait. Je ne vais pas les présenter très longtemps parce qu'ils vont avoir le temps au tout début là, de se présenter. Et je les remercie d'avoir accepté de se prêter à ce jeu de questions-réponses à la fin de la session universitaire, puisque quatre, parce que celle qui peut-être est moins universitaire est quand même impliquée dans le milieu de la recherche et dans le milieu académique. Donc en fin de session, on sait tous qu'on est très occupés. Vous êtes vous-même très occupés, donc je les remercie en particulier d'avoir trouvé le temps. Donc Christophe Abrassard, je prends quand même le temps de les mentionner, professeur agrégé à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal et co-responsable, heureusement pour moi, parce que c'est la tête pensante de cet axe, sobriété numérique et transition socio-écologique à l'Obvia. Cécile Bull, que tout le monde connaît, j'en suis certain, professeure en immobilier durable à l'École des sciences de la gestion, ESG UQAM, Université du Québec à Montréal, et membre du comité directeur du CIROD, qui co-organise avec nous, avec l'Institut. Le CIROD, hein, c'est un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Martin Déron, que tout le monde connaît aussi sans doute parce que vous connaissez toutes et tous le chemin de transition, hein, cette initiative lancée par l'Université de Montréal et qui a été et qui est responsable du défi numérique à l'intérieur de chemin de transition, qui comptait trois défis en particulier et qui est depuis peu, je crois, coordinateur du Centre d'études interdisciplinaires sur le temps, la technologie et le capitalisme à l'Université de Concordia et qui accessoirement s'est lancé dans un doctorat ça fait beaucoup de choses. Félicitations et bon courage, Martin. Et enfin, Sacha Lucioni, chercheuse scientifique, leader climatique chez Hugging Face, mais elle n'est plus à présenter. Vous avez tous entendu parler de Sacha. Je vais pas le préciser parce que je vais dire des bêtises, mais dans le top 30, top 100, dans tous les tops récemment annoncés par les plus grandes organisations dans le domaine. Donc, merci beaucoup à vous quatre. Je ne vais pas prendre plus de temps. Juste pour vous expliquer, donc je vais poser la même question dans des ordres quelquefois différents à nos quatre panélistes. Ils vont avoir à répondre assez vite parce que vous comprenez que le temps va pouvoir filer, donc ils vont devoir être sobres dans leurs réponses. Euh, et à la fin, on aura un peu de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, vous pouvez les poser en cours de route sur le chat ou il y a aussi, je pense, un outil questions-réponses. Ashley me disait que vous pouvez même, si vous êtes trop timide, les poser de façon anonyme. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rentrer dans la discussion et on devrait avoir une bonne vingtaine de minutes à la fin pour pouvoir échanger avec vous. Alors la première question, qui est une question un peu générale, et je vais d'abord la poser à Christophe, ensuite à Cécile, ensuite à Martin et Sacha, dans l'ordre alphabétique, celle-là, parce qu'elle est un peu générique.
c'est de vous inviter les uns et les unes après les autres à nous présenter rapidement votre travail. Et puis dans votre travail, c'est quoi votre posture à vous en particulier par rapport à cette question de la mise en dialogue, de la relation qui existe entre l'IA et le développement durable? Comment est-ce que ça se vit dans vos travaux? Comment est-ce que vous l'abordez? Donc, Christophe, à toi de commencer sur cette question. Alors, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai fait ma thèse sur la question de l'éco-conception et je suis spécialiste je l'enseigne et je travaille dessus en recherche. Et une distinction que je travaille beaucoup, c'est la différence entre l'éco-conception réglée, optimisatrice des objets sans changer leur identité, qui peut conduire à augmenter un petit peu leur recyclabilité, leur efficacité énergétique, etc. C'est la démarche qui est la plus diffusée actuellement en utilisant des diagnostics comme l'analyse de cycle de vie en point de départ, mais qui est rapide, dont les bénéfices sont rapidement perdus par ce qu'on appelle l'effet rebond. Je pense qu'on en parlera dans cette séance. C'est l'effet par lequel un progrès technique et un progrès d'efficacité énergétique est plus que compensé par une augmentation des usages, d'intensification des usages et on le voit dans plusieurs domaines, le numérique, les transports, etc. aujourd'hui. Et donc, il faut passer à une autre approche de l'éco-conception qui est une éco-conception plus innovante, plus transformatrice, qui s'appuie aussi sur les expériences et les compétences des usagers et qui peut conduire à réinventer nos vies numériques de façon plus radicale. Ça peut être, alors, je donne de tout petits exemples, hein, relocaliser nos mécaniques d'orientation avec une signalétique urbaine plus low-tech. Ça peut être imaginer un commun écran qui serait l'équivalent du commun auto où on partagerait les écrans puisque les écrans et leur taille sont très très liés à l'empreinte environnementale du numérique, etc., etc. Donc c'est cette distinction en fait que je travaille beaucoup. Alors sur ma posture, la première c'est de ne pas dissocier le numérique et l'intelligence artificielle. Ils sont de plus en plus liés de façon systémique. Nos terminaux au téléphone sont des capteurs de données et vont nourrir les bases de données. Ils sont aussi des outils pour utiliser l'IA de plus en plus, des applications. Et donc, si on regarde juste un petit point tendanciel, le numérique aujourd'hui en ordre de grandeur, c'est peut-être 4% des gaz à effet de serre mondiaux, 2,3 gigatonnes, ça donne à peu près. Si on a une croissance tendancielle de 6% par an, 1,06 exposant 25, ça fait 4,3. Donc on pourrait arriver d'ici 25 ans à environ, dans un scénario tendanciel à 6% par an de croissance, à 10 gigatonnes mondiales. C'est à peu près une tonne par habitant par an mondialement. On aura 10 milliards de personnes sur la planète. C'est énorme. Et donc, c'est dans le voisinage de ce qu'il faudrait viser pour être sur une trajectoire de 1,5 à 1,8 ou 2 degrés de réchauffement. Or, on aura besoin de se nourrir, on aura besoin de se déplacer, etc., etc. Donc, la tendance est très préoccupante si on ne dissocie pas numérique et IA. Enfin, voilà, le point principal de posture, c'est celui de discernement technologique et de penser au pluriel. Je, enfin, je critique une approche qui dirait le numérique ou l'IA au singulier, mais plutôt les numériques et les IA. C'est vrai pour les IA du point de vue algorithmique, il y a plein de formes d'algorithmes, plus ou moins gourmands en données, plus ou moins sophistiqués. Mais c'est vrai pour les applications aussi. L'IA mobilisée de manière interdisciplinaire dans des projets pour enrichir les modèles climatiques, la recherche de nouveaux matériaux, l'imagerie médicale, les smart grids pour les énergies renouvelables, c'est très bien et ça a peu d'impact environnemental globalement. Et je le distingue par contre des IA génératives qu'on pourrait qualifier de divertissement et qu'on pourrait qualifier de bombe climatique. Alors je reprends l'expression de carbone bombe, une expression qui avait été employée par des chercheurs dans un papier de Energy Policy en 2022 à propos pour qualifier les projets d'ouverture de 423 projets d'exploitation d'énergie fossile, en disant bah, globalement ces carbone bombes pourraient représenter plus qu'un gigatonne supplémentaire d'émissions structurellement par an dans les prochaines années. Et on pourrait dire que l'IA générative de divertissement, on pourrait la qualifier de carbone bombe. Et donc, et je distingue donc du coup les IA en disant il y a des applications complètement différentes, certaines qui sont extrêmement souhaitables et d'autres qui sont vraiment problématiques.
Et je terminerai en paraphrasant sur le divertissement le philosophe Pascal, qui nous dit tout le malheur des hommes vient du fait de ne pas pouvoir demeurer au repos dans une chambre. On pourrait rajouter sans écran et ni algorithme à leur disposition. C'était le spectacle que j'avais et qu'on a tous ce matin dans le métro en venant ici à l'Université de Montréal, où tout le monde est coincé sur sur son. Donc cette IA de divertissement pose véritablement problème. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je vais donner la parole maintenant, même question là, à Cécile. Oui, bonjour à tous, très très heureuse d'être ici ce matin. Donc moi, Cécile Bull, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal, à l'École des sciences de la gestion, experte en analyse du cycle de vie, donc dont Christophe nous a parlé très très rapidement. Euh, à l'origine, je travaille vraiment sur la modélisation des impacts du cycle de vie, notamment l'épuisement des ressources, et puis je fais vraiment un lien entre le numérique et la question des ressources. On voit vraiment que c'est une des causes de l'impact du numérique, c'est non seulement l'empreinte carbone, mais la surexploitation des ressources est un des grands enjeux. L'utilisation de l'eau aussi, on peut en parler. Et puis par ailleurs, ben, je suis co-directrice d'un consortium international, le consortium de recherche sur l'analyse de cycle de vie et la transition durable, qui est la principale unité de recherche du CIREG, donc qui est un groupe de recherche ici à Montréal qui travaille vraiment sur l'analyse de cycle de vie. Dans ce consortium, on travaille beaucoup à accompagner des partenaires, donc des industries, des gouvernements, par rapport à des trajectoires de décarbonisation et la question de l'optimisation rentre là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser justement les modèles pour accompagner, pour optimiser et réfléchir aux trajectoires qui vont être les plus efficaces pour réduire l'empreinte carbone des industries, des gouvernements. Donc, voir à ce moment-là tout le numérique comme un outil au service du développement durable. Mais par ailleurs, je travaille aussi dans des projets dans lesquels on regarde quelle est l'empreinte environnementale de ce numérique. Donc, juste pour rapidement, j'ai une posture qui est assez nuancée parce que je pense que bah, la parcimonie est de mise quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle du numérique. C'est autant que nécessaire, mais pas plus, aussi peu que possible, autant que nécessaire, pour être capable de répondre à des services qui sont pertinents, où l'intelligence artificielle et le numérique ont un rôle à jouer pour accompagner des transitions. On peut penser à toutes sortes ben, Christophe l'a mentionné, mais quand on va optimiser l'efficacité énergétique, quand on va remplacer des voyages, Il y a plein d'opportunités comme ça où le numérique va nous aider à réduire notre empreinte environnementale. Néanmoins, l'effet rebond est astronomique pour l'instant et la façon dont on fonctionne, je pense que ce qui manque beaucoup, c'est de l'information par rapport aux conséquences du numérique au niveau des usagers. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit que c'est virtuel, donc on imagine que c'est immatériel, que ça n'a pas d'impact. Le fait de faire prendre conscience au monde que virtuel, ça ne veut pas dire immatériel, je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc ma posture est assez nuancée par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au numérique, et je pense que la clé, c'est une information scientifiquement robuste pour pouvoir éclairer la décision. Merci beaucoup, Cécile. Martin Desron, donc. Oui, merci beaucoup. Ben, c'est ça, tu l'as présenté, Stéphane. Moi, j'ai un pied dans deux institutions, à l'Université de Montréal via Chemin de transition et son défi numérique, et maintenant à l'Université Concordia, plus pour mes recherches. Au sein du défi numérique, on a beaucoup travaillé sur la question de la convergence entre la transition numérique, on pourrait dire la transition algorithmique maintenant, mais qu'on observe au quotidien, et cet horizon nécessaire de transition socio-écologique. Donc, c'était une posture qu'on pourrait dire aussi techno-discernée, comme Christophe l'a utilisé, qui est un terme qu'on voit beaucoup maintenant, notamment publicité par Philippe Biwix. Donc, on a un peu cette posture-là de se dire, ben, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire à l'échelle du Québec pour faire converger ces deux transitions. Puis, on se rend compte que ces transitions ne convergent pas par elles-mêmes dans les dynamiques actuelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de très concret pour faire en sorte de diminuer les impacts environnementaux des technologies numériques, de réinventer quelque part nos rapports vis-à-vis des technologies numériques, de décider ensemble de où on veut allouer du numérique, puis à quels usages ou quelles infrastructures ou quels modèles d'affaires on devrait peut-être collectivement renoncer. Donc, on a cette posture-là un petit peu d'essayer de démêler dénouer peut-être cette grosse tension entre les impacts et ce qu'on peut obtenir des technologies numériques. Dans mes recherches, je fais davantage le lien entre ces trajectoires d'insoutenabilité de l'IA ou des technologies numériques avec les critiques du système économique, avec les critiques d'insoutenabilité du système économique. Donc, je m'intéresse plus à la place ou au rôle des technologies numériques au sein des trajectoires de bifurcation, donc que ce soit post-croissance, décroissance, planification démocratique de l'économie. J'essaye de faire le parallèle justement entre ces deux
champs de recherche qui sont en pleine ébullition. Et donc, j'ai une posture qui est peut-être un peu plus proche d'une forme de c'est ça, technocritique, mais aussi peut-être un peu plus numérique sous sa forme plurielle, comme le mentionnait Christophe. Donc, de voir qu'il y a plein de choses, il y a plein d'éléments d'inspiration qui pourraient nous aider à penser le numérique autrement, que ce soit l'innovation frugale, la low-tech, la slow-tech, le permacomputing. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses qui se passent ici et ailleurs, surtout ailleurs d'ailleurs, mais dont on pourrait s'inspirer pour réinventer nos rapports vis-à-vis des technologies numériques. Merci beaucoup, Martin. Il y a des choses qui se passent ici aussi, et d'ailleurs, Oui, oui, absolument, absolument. on va donner la parole à Sacha Luciani qui est ici, enfin ici à Montréal, là, pas à Québec. Moi, je suis à Québec, mais donc Sacha, à ton tour. Là, Sacha Luciani est à Paris. Ah, Paris, Mais bon. oui, Oh. normalement, je suis à Montréal. En fait, là, je m'appelle Sacha, je suis responsable IA et climat chez Hugging Face, qui est la plus grande plateforme de modèles et de jeux de données open source et open science au monde. Donc, on a à peu près 1 million de modèles d'IA. Et j'ai accepté, ça fait 3 ans déjà que je travaille chez Hugging Face, mais j'ai accepté le poste initialement parce que pour moi, c'était quelque part une manière de recycler des modèles, réutiliser les modèles et réduire l'entraînement de zéro. Donc, je voyais un peu les grandes compagnies souvent faire des entraînements de gros modèles qui prennent des millions d'heures de calcul et je me disais, bah, j'ai pas forcément envie de contribuer à ça, étant donné justement mon optique de durabilité, de développement durable. Donc, je trouve que Hugging Face, quand même, oui, c'est une compagnie technologique soit, mais il y a vraiment une emphase sur pas entraîner de zéro, documenter, adapter, évaluer les modèles et je pense de point de vue efficacité, mais avec avec mon nudging depuis 3 ans aussi avec le développement durable en tête. Et en fait, je suis à Paris parce que en ce moment, il y a une conférence, enfin un sommet mondial de l'Agence internationale de l'énergie sur l'IA et le climat et l'énergie. Et en fait, hier, c'était assez intéressant parce qu'il y avait, moi, pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui travaillent vraiment sur en termes de génération d'énergie, vraiment du monde entier. Et puis, ils sont tous en mode, bah, l'IA demande trop d'énergie, on n'y arrive pas. Et en fait, il y avait autant des chercheurs que des gens en politique publique, et aussi vraiment des opérateurs de sortes de génération d'énergie du monde entier. Et puis, c'était intéressant parce qu'ils disaient, bah, il y avait quelques slides assez choquants ou assez surprenants. Donc justement, il parlait du fameux chiffre de 3% de l'électricité mondiale. Peut-être c'est plus, mais aussi surtout que ça fait depuis plusieurs années que la l'AEI monitore la consommation énergétique des data centers. Et là, il prévoit, il commence à voir déjà un pic mais énorme de consommation énergétique. Et la question, c'est d'où ça vient, d'où ça va venir. Et donc, assez intéressant parce que il y avait plein de discussions. D'une côté, il y avait des compagnies qui disaient, bah non, mais c'est pas grave, on a des centrales nucléaires privées maintenant, ça va aller. Puis de l'autre côté, il y avait même des gens du gouvernement du Canada et d'autres qui disaient, bah en fait, c'est pas vraiment une solution à court terme, ça va prendre du temps. Et il faut penser à réduire la consommation énergétique. Et moi, j'avais présenté un projet que je pilote en ce moment, que je vois potentiellement avec un très grand impact. Et c'est un Energy Score pour les modèles d'IA. Donc, l'idée, c'est vraiment comme pour les électroménagers. On a un petit Mm. sticker Energy Star, qu'on ait un équivalent de ça pour les modèles d'IA. Et comme il n'y a pas l'équivalent de laveuse-sécheuse ou de lave-vaisselle en IA, de faire ça par tâche. Donc des modèles de génération d'images, des modèles de génération de texte, etc., de faire ça par tâche et en testant le plus de modèles possible. Effectivement, c'est là où travailler chez Hugging Face est super utile. On peut établir des maximums et des minimums et faire une comparaison relative. Et donc j'ai présenté ça hier et je pense que c'est quelque chose de concret qui pourrait éventuellement aider à atténuer l'impact de l'IA en attendant la manne qui viendra d'énergie magique qui va nous aider Ouais. à subvenir aux besoins des centres de données. Voilà. On risque d'attendre un petit peu longtemps, hein, j'imagine. Bah oui, parce que même par exemple Microsoft qui présentait leur accord avec une centrale nucléaire déjà existante désuée où il y avait un accident il y a quelques décennies, ils parlaient de 2027.
Et pour les nouvelles centrales nucléaires petites et moyennes, c'est 2030. Donc on a au moins 3 à 5 ans, 3 à 6 ans à essayer de trouver des sources. Et pour le moment, c'est plutôt garder des centrales charbon même les Ouais, éoliennes et tout ça, ça prend du temps. Tout prend du temps. On peut pas juste claquer des doigts. Donc moi, c'est ça, j'essaie de dire, bah, il faut atténuer, il faut réduire. Mitigation, adaptation, il faut atténuer et adapter. Et là, on est plus dans l'adaptation, mais il faut atténuer d'abord. ouais, ouais. Ok. Merci beaucoup. En fait, vous avez toutes et tous répondu en partie à la deuxième question, mais donc je vais la reformuler un petit peu. Vous avez donné des exemples, chacune d'entre vous, assez concrets de travaux dans lesquels vous avez été engagés et qui tentent d'articuler cette question développement de l'IA d'un côté ou du numérique, des numériques et des IA, comme le dit Christophe, et de ces enjeux de transition socio-écologique. Est-ce que vous pourriez, tu sais, peut-être pour nous aider toutes et tous qui sommes moins spécialistes que vous à comprendre, revenir sur un exemple ou redonner un exemple, peut-être différent de ce que vous avez évoqué, euh, c'est pour qu'on comprenne euh, ces enjeux qui entourent cette mise en relation entre ces deux grands enjeux de société que sont la durabilité, le développement durable et le déploiement des numériques et des IA. Alors, je vais commencer par Cécile cette fois. Oui, donc bah, peut-être un projet que je réalise en ce moment qui me tient beaucoup à cœur par rapport à tout ce qui est empreinte du numérique, c'est un projet qu'on fait avec des incubateurs pour les startups du numérique, donc pour les jeunes pousses du numérique, qui s'appelle un projet Perseis, porté par le FRQ. Et dans ce projet-là, on vise à accompagner justement les startups du numérique dans l'adoption de pratiques éthiques et durables en leur développant une boîte à outils pour essayer d'adopter justement des pratiques plus durables dans leur développement dès le départ, alors qu'on est en train de créer l'entreprise. Euh, Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des outils qui existent déjà, et puis ceux de Sacha font partie d'ailleurs de ceux qui sont répertoriés comme des outils très pertinents. Mais il manque encore énormément de choses pour adapter tout ça au contexte du Québec, pour bien tenir compte de tout le cycle de vie, notamment des serveurs et ainsi de suite. Donc, on est en train de travailler à créer ces boîtes à outils qui doivent être assez simples aussi pour un usage pour des entreprises qui ne sont pas forcément prêtes à investir beaucoup dans leur formation en analyse de cycle de vie ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment en train de créer des boîtes à outils pour à la fois le volet environnemental, le volet plus éthique sur la chaîne de valeur, pour que les entreprises se posent les bonnes questions pour essayer d'accompagner le développement d'un numérique, donc entre autres l'intelligence artificielle, mais le numérique de façon plus générale, qui soit plus responsable. Donc ça, c'est un projet que j'aime beaucoup. Un autre projet, peut-être, si j'ai le droit à un deuxième, c'est Oh, la boussole durable. Donc là, c'est oui. vraiment un projet dans lequel l'idée, c'est de démocratiser les connaissances en analyse de cycle de vie des Mm. consommateurs, auprès des citoyens, pour que chacun puisse faire des choix de mode de vie et des choix de consommation plus durables. Et donc ici, là, on est vraiment en train de travailler à créer des outils qui permettent à chacun de bien comprendre l'empreinte environnementale de leur choix, de leur mode de vie, de leur choix de consommation, et notamment l'un des volets de... Donc ça, c'est une utilisation du numérique au service d'une information transparente, mais avec toute une question aussi de bien comprendre pour les consommateurs quelle est l'empreinte de leur utilisation du numérique. Là, j'ai notamment un étudiant à la maîtrise qui est en train de commencer, qui va travailler sur le développement d'une base de données de la consommation du numérique au Québec, qu'on va pouvoir ensuite transformer dans des outils à l'attention de chacun, donc pour bien comprendre c'est quoi les conséquences de chacun de nos choix, donc l'utilisation de l'IA, des réseaux sociaux et ainsi de suite. Ouais, merci beaucoup, très intéressant. Puis Persis, c'est un projet qu'on connaît un peu à l'Institut EDS parce que je crois il y a Mathias Pépin qui est Oui, tout à impliqué fait. là-dedans, c'est ça qui est un Tout à fait, membre. tout à fait. Merci beaucoup. Même question, Sacha, tu nous as déjà parlé là, du projet genre des Energy Star pour les modèles, là, mais est-ce que soit tu peux élaborer, soit tu as d'autres, j'imagine, d'autres projets sur lesquels. Ouais, d'ailleurs, anecdote, on a commencé avec le nom Energy Star parce que justement, j'aimais bien le projet du EPA, l'agence de protection environnementale américaine. Et puis, ils nous ont contactés en nous disant qu'en fait, on peut pas utiliser ce terme et que c'est trademarked. Donc, Ouais. on a dû... Maintenant, c'est Energy Score parce que sinon, on va se faire poursuivre par le gouvernement américain. Quelque chose, enfin, en participant beaucoup à des événements un peu haut niveau
avec des décideurs, je me rends compte qu'il y a un genre de flou artistique autour de qu'est-ce qu'est l'IA et de quoi on parle. Par exemple, quand on essaie de quantifier l'empreinte environnementale, qu'est-ce qu'on inclut ou pas. Et à travers ces conversations-là, j'ai compris que, en fait, je pense que ce qui est particulièrement utile, ce sont des comparaisons, pas forcément tout l'IA, pas forcément, je sais pas, tous les centres de données, pas forcément comme de manière macro, mais vraiment de manière relative. Et donc, un projet que j'avais commencé, j'ai déjà fait une publication là-dessus, c'est vraiment comparer pour une tâche particulière, par exemple, comme la réponse aux questions. Donc, par exemple, si on a une page Wikipédia, on veut trouver une réponse à une question. En fait, de manière assez drôle, c'est la première tâche sur laquelle j'ai travaillé quand j'ai fini mon doctorat. J'étais dans la recherche appliquée et c'était justement le question answering, la réponse aux questions. Et en fait, c'est super efficace, efficient comme processus. Normalement, on prend les mots par exemple, de l'article Wikipédia, on les convertit en chiffres, on vectorise avec un genre de dictionnaire où, je sais pas, A c'est un ou zéro, puis je sais pas, c'est 2, etc. Enfin, en tout cas, on fait un dictionnaire et après ça, quand on rentre des mots dans le moteur de recherche ou dans le système de recherche, on fait des similarités de vecteurs et c'est super simple, ça peut rouler sur une calculatrice sur un téléphone. En tout cas, c'est super rapide. Et maintenant, on est rendu au modèle génératif qui aussi répond à des questions, mais d'une manière générative, c'est-à-dire qu'au lieu de extraire le contenu, ils vont le générer de zéro. Et donc, en fait, ce qui me fascine beaucoup et je pense que ce qui serait vraiment utile à savoir, c'est de manière relative pour une tâche X, par exemple la réponse aux questions sur les mêmes documents, sur les mêmes questions c'est quoi la différence entre la consommation énergétique de modèles extractifs, donc sur des vecteurs, et un modèle génératif. Et donc, dans le papier que j'ai écrit un peu plus tôt cette année, on a trouvé un ordre de grandeur entre 20 et 30 fois plus d'énergie pour ces tâches-là de réponse aux questions sur des datasets un peu canoniques. Et donc là, on va creuser un peu plus loin pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire cette consommation et comment est-ce qu'on peut faire des modèles éventuellement génératifs, mais un peu plus frugaux et un peu moins énergivores pour essayer justement par exemple, de plus en plus, là, on a des technologies génératives dans nos moteurs de recherche, dans nos courriels, etc., pour essayer de rendre ça un peu plus durable. Merci, merci. C'est vraiment intéressant. Puis ça va être très intéressant de voir des exemples de Martin et Christophe maintenant, parce que tu sais, si je fais un parallèle avec l'action climatique, où on a de l'adaptation et de l'atténuation, je tenterai le parallèle en disant que Sacha, tu es plus sur l'atténuation, c'est chercher à minimiser la consommation de modèles et d'algorithmes existants, en les recyclant éventuellement, en évitant en les faisant travailler de façon aussi efficace, mais en consommant moins. Alors que peut-être, Martin, ben, je vais te laisser évidemment prendre la parole, mais puis Christophe après, mais peut-être qu'on serait plus dans l'adaptation du côté de votre côté à vous. Oui, c'est intéressant de le cadrer comme ça, effectivement. Ben, Mais je peux me tromper, hein, non, 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 je laisse, oui, certainement, et peut-être davantage les travaux de Christophe, mais je vais me permettre deux petits exemples et je vais essayer d'être bref, mais un issu du défi numérique et un plutôt issu de mes travaux de recherche plus récents. Tu mentionnais le défi numérique comme si tout le monde le connaissait, mais je ne suis pas certain, donc je vais me permettre de peut-être expliciter un petit peu plus, mais c'est une initiative de l'Université de Montréal et depuis 2020, on a rassemblé à peu près 200 personnes issues de différents types d'expertises académiques, professionnelles, citoyens, citoyennes, pour réfléchir à la question de cette convergence entre le numérique et la transition socio-écologique, comme je l'expliquais. On est arrivé au bout d'un an et demi de discussions, de travaux, d'événements, à une forme de trajectoire, donc un chemin de transition pour le Québec d'ici 2040 pour travailler plus activement sur cette convergence. Donc, on travaille beaucoup sur une forme de redirection, on pourrait dire, de l'univers numérique pour atteindre nos objectifs de soutenabilité à long terme. Donc, pour ce faire, on s'est doté d'une boussole, une forme de vision qui guide le reste de nos travaux, qui est basée sur trois piliers. C'est des piliers assez complexes, mais je vais essayer d'être bref. Donc, la sobriété numérique, dont on parlait tout à l'heure, la réduction de l'empreinte environnementale de nos rapports vis-à-vis des technologies numériques, la fabrication, de l'usage de la fin de vie, la priorisation collective des usages. Donc, compte tenu de son impact, de son empreinte grandissante, mais également des limitations en matière de ressources que Cécile mentionnait ou que Sacha a mentionné pour l'énergie, ben, on va devoir
anticiper en fait des formes de contraintes d'accès aux ressources plurielles. Et donc, comment est-ce qu'on gère ces contraintes-là? Comment est-ce qu'on alloue, comment est-ce qu'on gère le numérique comme une ressource qu'il faut allouer entre nous? Donc, on pense qu'il faut avoir des lieux de délibération pour repolitiser le numérique, avoir des discussions sur qu'est-ce qu'est un numérique essentiel, comment est-ce qu'on s'assure que toutes et tous on ait accès à ce numérique essentiel, puis à l'inverse, si on doit renoncer collectivement à certains usages, certaines infrastructures, comment est-ce qu'on fait? Donc, la priorisation collective des usages. Et enfin, un dernier pilier sur le développement et l'adoption de modèles d'affaires qui ne sont pas basés sur l'accumulation perpétuelle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le numérique, autant du côté des équipements que des services, hein, où on accumule au plus possible les données collectées pour pouvoir les vendre par la suite. On pense pour pouvoir permettre cette convergence, on a besoin d'adopter, de faciliter d'autres modèles d'affaires. Donc, on guide nos travaux autour de ces trois piliers-là que je pense peuvent être pertinents et qui sont un peu à cheval entre l'adaptation et la diminution, Mm. quelque part. Euh, Sinon, plus récemment, puis ça va peut-être résonner davantage avec les travaux de Christophe, là, via différentes collaborations, j'explore un petit peu plus la question de la place des technologies dans des sociétés contraintes par rapport à leur accès à l'énergie et aux ressources. Donc, on se rend compte aujourd'hui, quand on fait des revues littérature de tous les scénarios d'anticipation, beaucoup de travaux prospectifs, où on est beaucoup dans un univers encore extrêmement technologique. On s'imagine, même le récit autour de la ville intelligente, on s'imagine quand on pense au futur qu'on va être dans des villes extrêmement connectées, avec des dispositifs partout, qu'on aura des rapports extrêmement technologiques. Or, aujourd'hui, quand on regarde les tendances, que ce soit au niveau de l'empreinte environnementale, que ce soit des contraintes à venir au niveau de l'énergie, au niveau des minerais critiques, en fait, si on continue dans cette trajectoire actuelle, il y a de grands risques à court, moyen, long terme, là, sans se prononcer sur la temporalité, qu'on soit contraint dans notre approvisionnement pour le numérique et pour l'IA. Et donc, il y a de grandes chances aujourd'hui, avec les trajectoires actuelles, que cette dynamique s'arrête en fait d'elle-même ou doivent être redirigées par la vertu, si on l'anticipe, mais potentiellement par la contrainte. Et on se rend compte qu'on a très peu de matériel, on a très peu d'exercices pour nous aider à penser ces mondes qui seraient potentiellement moins technologiques ou avec d'autres types de technologies, d'autres rapports technologiques. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse un petit peu plus et que j'explore un petit peu plus à quoi ça ressemble justement si on pense une société soutenable au sens d'un respect de l'accord de Paris ou d'un accès un accès beaucoup plus limité à l'énergie, aux ressources, à quoi peuvent ressembler nos usages technologiques, pour quels bénéfices, pour quel rôle, c'est quoi les systèmes économiques derrière, c'est quoi les infrastructures qu'on peut se permettre d'avoir dans ces sociétés-là. Merci beaucoup, Martin. C'est un peu le sens aussi des réflexions qu'on mène au sein de l'axe sobriété numérique à l'Obia. Je vais laisser Christophe s'exprimer sur des exemples concrets de travaux et de projets dans lesquels il est impliqué. Voilà, merci. Alors donc, tout à fait d'accord sur ce cadrage aussi entre des démarches d'optimisation ou d'éco-conception optimisatrice, alors basées sur l'analyse de cycle de vie qui nous donne une boussole robuste et ou qui peuvent conduire à des systèmes d'information institutionnalisés comme les écolabels, les écoscores, etc. Et ce sont des initiatives absolument nécessaires parce qu'elles ont une vertu pédagogique, elles permettent de diffuser de la connaissance, de nous donner des points de repère aussi absolument essentiels pour discuter ensemble dans la société. Et elles sont, en fait, elles doivent être complétées par des démarches plus exploratoires qui donnent à voir et qui mettent en récit, en fait, comment on pourrait réinventer le vivre ensemble, nos vies numériques, la vie des organisations, des entreprises aussi, sur la place du numérique comme le disait Martin, dans des contextes plus contraints, donc on pourrait qualifier de sobriété, des démarches plus transformatrices. Alors, on prend souvent un horizon de plus 20 ans, plus 25 ans, donc 2050, c'est pas mal aujourd'hui. 24, 50, ça fait 25 ans. Et en se posant la question, comme dans les démarches de prospective stratégique, et si? Donc, ce sont des explorations qui sont rationnelles, parce que ce qu'on va explorer, c'est des inconnus rationnels, mais fonctionnent selon des paradigmes différents. Et les mettre en récit, ça donne des prises du coup, en conséquence, à l'action, à la décision, ça ouvre les options pour la décision, ça crée de nouvelles options pour la décision, ça enrichit les termes du débat. Et le fait que si on ne les mettait pas en récit, ces histoires, ces scénarios rationnels n'existeraient pas et donc ne feraient pas partie du terme du débat. Donc il y a tout un enjeu de mise en récit, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'axe sobriété à l'Obvia. Et donc, on commence à mettre en débat et à co-construire et à développer quatre scénarios qui explorent les modalités d'une sobriété numérique forte au Québec en 2050. Alors, très rapidement, ça serait et si les algorithmes étaient mobilisés avec discernement
pour la transition vers une société post-croissance, donc pour la descente énergétique. Alors ça peut être avec des IA agentives, c'est un des nouveaux développements qui anticipent les effets rebonds des uns et des autres et nudge les comportements, par exemple, à partir de bonnes balises. Donc ça peut rejoindre les travaux sur la boussole, par exemple, de Cécile. Euh, Ça serait une boussole prédictive même des effets rebonds, par exemple, avec voilà, des programmes agentifs. Et si, deuxième scénario, ça serait et si les écrans étaient beaucoup moins nombreux et nos expériences numériques respatialisées dans des tiers-lieux accueillants, inclusifs pour tous, où on pourrait prendre plus soin des uns et des autres par rapport aux enjeux, par exemple, de capture de l'attention, par rapport aux enjeux sociaux de solitude aujourd'hui, etc. Donc c'est un peu réinventer le cinéma, c'est réinventer les lieux du numérique, où on pourrait aussi emprunter des écrans, par exemple. Et si, ça c'est un deuxième scénario, et si la production d'équipements neufs s'interrompait? Donc ça rejoint un peu ce que disait Martin aussi, pour des raisons, ça peut être géopolitique, d'épuisement des ressources, et qu'on devait réutiliser et remixer le stock d'équipements numériques accumulés au Québec depuis les années 2000, avec des projets de numérique singulier et de dispositifs qui nous permettent de communiquer autrement. Donc on n'aurait plus à fabriquer enfin, où il y aurait une fabrication très faible, beaucoup plus faible qu'aujourd'hui d'équipements numériques. Les téléphones, c'est plus d'un milliard de téléphones vendus par an hein, dans le monde. Donc on en aurait beaucoup moins, mais on les rebricolerait. Alors ça peut être dans des Fab Labs, ça peut être dans des Repair Cafés, ça peut être plus ou moins expert comme démarche. Et donc ça, avec une sorte d'économie circulaire créative. C'est le troisième scénario. Et le quatrième, c'est se dire, et si les centres de données devenaient des biens communs mondiaux, étaient gérés selon la logique des communs, et avaient des politiques de priorisation, d'effacement des données non essentielles. Alors ça peut conduire à une controverse qu'on a identifiée, qui serait par exemple, est-ce qu'il serait légitime que 10% ou 20% de l'électricité mondiale soit utilisée pour des cimetières numériques, par exemple, pour mémoriser nos proches et nos amis qui disparus. Est-ce qu'on doit avoir une sobriété là-dessus ou est-ce qu'on peut faire des sites web, des applications, etc., qui vont consommer en contraire une grande partie de l'énergie mondiale? Voilà, ce sont des questions éthiques sensibles, mais qui sont très très importantes à envisager. Alors, se mettre dans ce type de projection permet ensuite de créer des apprentissages, des discussions, d'anticiper des controverses inconnues aujourd'hui, mais qui pourraient arriver demain, et ensuite penser en rétrospectivement, on dit en backcasting, pour revenir vers le présent, vers 2025, et se dire ben, comment ça nous inspire des projets innovants, entrepreneuriaux, des politiques publiques, des programmes de recherche, des initiatives citoyennes, etc., etc., pour vivre différemment. Et l'objectif étant d'enrichir les termes du débat, d'imaginer des nouvelles options pour la décision qui proviennent des apprentissages, des réflexions qu'on a eues à l'horizon 2050. Voilà, donc c'est ce détour apprenant par des futurs possibles qui vient enrichir ensuite les termes du débat. Donc on ne réfléchit pas simplement par rapport à l'optimisation du système dans lequel on est, c'est très important, puis ce sont des réflexions qui peuvent conduire à court terme à éviter des mauvaises trajectoires, celle sur, par exemple, la mobilisation de toutes les énergies, enfin une grosse partie des énergies renouvelables, la relance de gros programmes nucléaires, etc. Mais ça, voilà, ça permet en complément d'augmenter nos manières de discuter, de débattre de ces questions. Voilà, pour la démarche. Merci. Donc, on a jeudi prochain, non, lundi prochain, Lundi prochain. un atelier de co-construction. Et puis, l'année prochaine, on va avoir des mises en débat, alors, avec des experts, mais aussi avec des citoyennes et des citoyens dans des bibliothèques publiques sur ces scénarios. Pardon. Donc, ah oui, l'idée étant de faire en sorte que le discours sur la sobriété soit perçu comme aussi rationnel et aussi important que le discours sur l'encadrement éthique du numérique, Oui, qui est largement dominant aujourd'hui, oui. en disant bah, la sobriété, c'est sérieux. Et puis, Alors, oui, et puis si je peux me permettre, c'est pas aussi en évitant l'espèce d'ornière dans lequel souvent on est entraîné en pensant sobriété comme restriction. Euh, c'est la sobriété, oui, c'est contrainte, moins, oui, c'est ça. Voilà. c'est privation, etc., etc. Donc il y a aussi tout un travail. Et puis ce que tu évoques permet de le faire. Moi, ce que je trouve intéressant dans vos quatre expériences et présentations, c'est qu'effectivement, on a d'un côté, puis là, c'est peut-être caricatural, mais entre ce que font Cécile et Sacha
qui non seulement contribue effectivement peut contribuer à court moyen terme à limiter ou à diminuer l'impact, mais aussi à documenter tu sais, ou à contribuer à une sorte de littératie et à nous aider à mieux comprendre quels sont ces impacts. Comment, au quotidien, quand on est tu sais, un individu, un citoyen, un ménage, euh, tu sais, c'est pas très évident, tu le disais, et puis ça va me permettre d'introduire la prochaine question, mais c'est pas très évident, Cécile, tu le disais, on nous présente l'immatérialité, tu sais, le virtuel, euh, et donc ça devient comme, tu sais, le numérique, l'IA devient comme quelque chose d'absolument impalpable, et puis tu sais, on voit pas les déchets, on voit, les impacts sont a priori invisibles, et donc il y a besoin je pense, de retravailler cet élément de compréhension de la matérialité immense. Puis quand vous faites des analyses de cycle de vie, en particulier, ben, la matérialité, elle saute aux yeux. C'est-à-dire que le numérique devient immédiatement quelque chose de très, très concret, pratique, ancré. Ça produit des déchets, ça produit des objets, ça nécessite de l'extraction, de choses qui sont très concrètes. Ça nécessite des constructions, ça nécessite des infrastructures très lourdes, etc., etc. Euh, et donc, est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, là, tu sais, en articulant ce que les unes et les autres vous avez présenté, est-ce que vous pensez qu'il y a euh, tu sais, où est-ce qu'il est le point d'équilibre? Est-ce qu'il y a des points d'équilibre à trouver? Tu sais, puis Martin, tu l'évoquais un peu, mais comment on s'y prend pour les trouver? Puis sans rentrer dans, tu sais, on pourrait discuter sur comment on repense la société dans son ensemble, mais là, c'est un peu. Mais comment on peut concrètement trouver des points d'équilibre, à la fois à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'une province comme Québec, d'une ville, parce que les villes sont aussi très impliquées. Donc, ça serait la prochaine question. Puis je commencerai par, encore une fois, Cécile, par Bah, toi. c'est une super bonne question. En fait, parfois, je suis pas très optimiste, mais j'essaye de l'être quand même. Puis je pense que si on peut trouver un point d'équilibre, ça passera forcément par une information transparente, par une bonne compréhension des enjeux, par une quantification. Je pense que plutôt que de parler souvent, on a un peu l'impression qu'on est en train de culpabiliser les consommateurs en essayant de trop leur en mettre sur les épaules par rapport à la consommation durable ou des choses comme ça. Mais je pense que plus que de parler de culpabilisation, on peut parler de responsabilisation. Là, pour l'instant, c'est un petit peu comme si on vivait sans budget et on dépense à tort et à Ouais. travers plus que ce que la planète ne peut offrir. Donc, prendre conscience de ce budget que l'on a pour respecter les limites de la planète, prendre conscience de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire à l'intérieur de ces limites, et rationaliser les usages que l'on fait par rapport à ce budget-là. Rien n'est entre guillemets interdit, mais vraiment aller vers des choix qui sont raisonnables en se disant bah, chaque personne sur la planète a un budget moyen de 2 tonnes de CO2 par an si on veut respecter les limites de la planète. Pour l'instant, la consommation au Québec, on est à 14 tonnes et demie, donc on voit le chemin Ouais. qu'il y a à faire. Ben, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller respecter ce budget-là et à l'intérieur de ce budget-là, ben, peut-être que le numérique peut nous aider à le respecter. Si j'évite de me déplacer, si je consomme moins d'énergie pour mon bâtiment et ainsi de suite. Mais peut-être qu'il y a certaines choses qui vont rapidement me sembler superflues dans mes usages du numérique par rapport à tout ça. Donc, il y a le rôle individuel. Je pense qu'il y a aussi un rôle énorme au niveau des gouvernements par rapport à tout ce qui est la transparence des données. Est-ce qu'on peut imposer d'avoir une traçabilité par rapport aux données, par rapport aux pratiques des entreprises, pour vraiment bien comprendre parce qu'il y a énormément d'opacité par rapport à tout ça. Donc, je pense qu'à partir du moment où on aura une vision transparente de toutes les conséquences de nos actions, parce que pour l'instant, on voit juste le prix de ce que l'on achète et on ne voit pas le numérique, on voit nos déchets, on met beaucoup d'emphase, par exemple, sur notre recyclage, beaucoup plus que sur l'utilisation de ChatGPT qui va nous aider à répondre à une question, ce qui nous semble complètement anodin et où on ne voit pas quel peut être l'enjeu environnemental. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens aient les bons ordres de grandeur en tête, comprennent qu'est-ce qui compte vraiment dans nos actions. Et je pense qu'à ce moment-là, à partir du moment où on aura cette littératie environnementale au niveau de la population, ça risque de changer beaucoup de choses et au niveau de la façon dont les citoyens auront le pouvoir d'interpeller les gouvernements, auront le pouvoir de faire des choix plus durables. Parce que
si on ne le voit pas, ben, c'est difficile de faire des choix vraiment éclairés. Donc, je, je, je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense qu'on peut trouver une solution où le numérique est au service de la société, mais ça passe forcément par une bonne compréhension des enjeux et beaucoup de transparence et beaucoup d'éducation. Merci, merci beaucoup, Cécile. Sacha? Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que Cécile a dit. Je vais essayer de rajouter quelque chose. Hier, en fait, c'était vraiment intéressant. J'étais à un genre de working dinner, de souper de travail avec des représentants de grandes compagnies technologiques, avec des gens de la AI et avec des chercheurs comme moi qui essaient d'avoir des réponses. Et en fait, on a parlé beaucoup de incentives, donc vraiment comment trouver des avantages pour la transparence. Parce qu'en fait, c'est sûr que nous, on veut plus de chiffres. Eux, ils ne veulent pas forcément donner les chiffres. Et l'AEI, par exemple, a besoin des chiffres pour pouvoir faire des projections. Et en tout cas, c'est intéressant. On a parlé beaucoup de comment vraiment trouver la carotte pour essayer d'être positif. Et je pense que beaucoup de des compagnies technologiques, par exemple, qui font ChatGPT et autres, ils ont quand même une image, ils ont quand même des engagements ESG, ils ont quand même cet angle. Et il faudrait effectivement mettre l'emphase sur l'IA parce que en ce moment, leur rapport ESG, leur engagement ESG, ils font pas forcément, enfin, genre, ils vont pas forcément refléter l'usage de l'IA. Ça va être, ah ouais, mais on sait pas, on n'a pas vraiment les chiffres, machin. Donc, je pense que quand on commence à rajouter l'IA dans, parce qu'en fait, pour faire un pas en arrière, j'ai travaillé en finance à un moment donné et j'ai lu beaucoup de rapports ESG. Et en fait, il y a des frameworks, il y a des questions, il y a des balises, il y a des trucs qu'ils doivent mettre dans ces rapports-là. Et l'IA, il figure pas. Les technologies, de manière générale, c'est très flou par rapport à, genre, ils vont quand même parler de la chaîne d'approvisionnement, des bureaux, de l'énergie, du transport, machin, mais l'IA dans tout ça. Donc, je pense qu'il faut quand même réfléchir à comment rajouter l'IA et les nouvelles technologies dans tous ces frameworks pour essayer parce qu'en fait, ils le font déjà. Ils répondent déjà aux questions. Il faut juste rajouter des questions et il faut rajouter des bonnes questions et les bonnes métriques. Parce qu'hier, on parlait, est-ce que c'est des litres d'eau? Est-ce que des litres d'eau par kilowattheure? Est-ce que c'est, je sais pas, le nombre de GPU par centre de... Enfin, je veux dire, c'est quoi les bonnes questions? C'est quoi les bonnes métriques? Parce que les gens de Google et Microsoft disaient, bah, écoutez, si vous nous balancez 10 000 questions, c'est sûr qu'on va pas y répondre. Ben Mais il faut poser les bonnes questions au bon moment et de la bonne manière. Et donc, je pense que le côté de incentives me questionne maintenant parce que c'est une question très humaine quelque part. Comment est-ce que on prend une bonne intention ou un bon engagement ou un bon message? Est-ce qu'on le transforme en action? Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est très humain. mais je trouve ça vraiment intéressant. Merci, merci Sacha. Puis ça me fait penser euh, tu sais, vous connaissez certainement tu sais, le baromètre de l'action climatique là, qui est réalisé tous les ans à l'échelle de la province. Là, celui de 2024 va bientôt être présenté là, en décembre. Là. Et cette année, pour la première fois, il y a des questions, un certain nombre de questions qui ont été posées pour essayer de caractériser le niveau de littératie climatique des personnes. C'est essayer de comprendre. Puis le baromètre pose ces enjeux-là. Puis nous, on travaille dans un projet ici on a réalisé on réalise des baromètres locaux dans les villes. Avec de la géolocalisation aussi, pour essayer de comprendre à l'échelle des villes, avec des questions plus spécifiques également. Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que euh, comme quand on veut, par exemple, faire une analyse, calculer une empreinte carbone d'un ménage ou autre, si on envoie 250 questions, on n'aura aucune réponse. Et tout l'enjeu consiste pour essayer de caractériser ce genre euh, soit de capacité, de velléité à changer ou de ce que les gens sont prêts à faire. C'est quoi le minimum de compréhension dont on se doit se doter pour arriver à identifier les bons leviers. Et, euh, donc, tu sais, c'est vraiment des questions, à mon avis, qui sont centrales comme celles que tu évoques là, c'est-à-dire c'est quoi les bonnes métriques, tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que dans les politiques ESG, sans être un spécialiste, mais pour voir un peu ce qui se passe, le numérique est souvent, très souvent, dans l'angle mort. Il est assez peu considéré. L'IA, certainement encore moins. Euh, et je sais que par exemple le gouvernement du Québec et certains organismes et ministères au niveau du gouvernement
a commencé à sonder et évoquer au moins l'idée de développer des outils de mesure et d'évaluation de l'empreinte environnementale des infrastructures numériques. Euh, Tu sais, avec Christophe, là, on a des interactions avec les gens du ministère de la Sécurité de la cybersécurité et du numérique, là, du gouvernement, et puis ils se posent ces questions-là. Euh, Même question, là, excuse-moi, Martin, sur ces points d'équilibre. Tu les as déjà, t'en as déjà un peu parlé, mais Ouais, ma réponse a changé 15 fois depuis depuis que tu l'as posée, que j'ai écouté Sacha et Cécile. C'est ça. L'enjeu, ça va être d'être bref. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans le sens où il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer la prise de conscience sur cette matérialité et puis c'est un combat aussi à faire, hein, parce que le fait qu'on ignore le numérique, qu'on ignore que le numérique est matériel et qu'il a un impact, c'est pas juste naturel. C'est parce qu'il y a des efforts marketing qui nous ont vendu la dématérialisation, les nuages, les données. Il y a tout un absolument. vocabulaire abstrait. Donc, on est, tu sais, on se bat contre ça quelque part à essayer de rendre matériel, de re-rendre matériel, de remontrer la matérialité du numérique. Donc, là-dessus, je suis complètement d'accord. Maintenant, et puis je pense vraiment que effectivement, si on avait plus d'informations sur les ordres de grandeur, on pourrait mettre au quotidien un certain nombre d'actions qui nous permettraient de réduire l'empreinte associée à nos gestes. Maintenant, c'est un peu la tension, pardon, que Christophe soulevait tout à l'heure entre l'optimisation et la récupération du système. Je ne me souviens plus comment tu l'as présenté, Christophe, mais la question des effets rebonds, tout ça. On est aujourd'hui, les IA sont partout. On en bouffe. On n'a pas nécessairement le choix. Parfois, on s'en rend pas compte. Si on veut acheter un nouveau téléphone intelligent aujourd'hui, il vient préinstallé de système d'IA. On prend le métro, il y a la gestion algorithmique derrière. On va sur notre ordi, il y a nos données sont sont calculées et optimisées pour nous vendre des affaires. Plus généralement dans nos systèmes collectifs, que ce soit l'agriculture, l'exploration pétrolière, le marketing, tout est optimisé à l'IA. Et là, c'est la dimension collective qui est un petit peu plus difficile. Je pense que en réduisant la qualité des vidéos qu'on regarde ou en allant vers des LLM plus sobres, ben oui, c'est sûr, tout ça, ça s'ajoute et ça peut faire certainement un impact, mais on a des modes de vie qui nous imposent quelque part un fonctionnement bourré, c'est ça, qui carbure à l'IA. Et c'est là où c'est difficile, mais c'est la tension que tu présentais aussi au niveau des échelles. On peut pas juste dire, ben, il faut changer de système, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les modes de vie. Donc, l'accès à l'information, c'est l'une des choses qui peut amener un changement, mais que ce soit peut-être la réglementation de la publicité dans certains espaces, Ouais. le fait de mettre des endroits de déconnexion, le fait d'offrir une redondance pour des services publics, par exemple. Est-ce qu'on est obligé pour les services publics, y compris pour des personnes qui ont peut-être un moins de littératie numérique ou un accès plus limité au numérique, est-ce qu'ils sont obligés, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont obligées, ces personnes-là, de passer par une plateforme numérique encore et de parler à un chatbot au lieu de parler à un agent conversationnel, pardon, au lieu de parler à quelqu'un? Je pense qu'il y a toute une réflexion sur la société qu'on est en train de mettre en place et à quel point elle est numérisée, à quel point elle fait appel à l'IA ou à d'autres systèmes numériques, qui vient en fait quelque part jouer beaucoup dans nos usages et dans nos relations vis-à-vis des technologies numériques et algorithmiques au quotidien. Donc c'est difficile, puis je pense qu'on peut mettre le curseur un peu à différents endroits en fonction de à quel point est-ce qu'on peut se permettre de peut-être sortir des dynamiques actuelles où chaque gain qui est réalisé par la technologie algorithmique est tout de suite réinvesti de façon productive pour extraire davantage, produire davantage et détruire davantage la biodiversité, l'écosystème. Est-ce qu'on va vers d'autres systèmes où on peut peut-être se permettre de conserver ses gains et de décider de ne pas augmenter la production et d'arriver à une forme de statu quo? Je sais pas. C'est en fonction de l'univers collectif dans lequel on va naviguer, on peut imaginer d'autres rapports vis-à-vis des technologies numériques. Donc, je pense que cet alignement entre numérique et environnement, techniquement, il est possible, hein. Toutes les capacités de calcul qui sont installées aujourd'hui en lien avec les LLM des 2 dernières années, ben, elles pourraient être utilisées à plein de choses grandioses, y compris pour l'adaptation, y compris pour la diminution. Et je pense que techniquement, il n'y a aucun blocage. Mais aujourd'hui, ces technologies dans notre système socio-économique font en sorte que ben, on est pris dans des dynamiques qui malheureusement continuent de s'aggraver en fait. Qu'elles aillent par elles-mêmes vers une forme d'alignement, je suis un petit peu plus sceptique. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire sur cette dimension un peu plus collective, même si ça répond peut-être un peu moins à ta question, Stéphane. Non, non, je trouve ça très éclairant. Éclairant pour le débat, en tout cas. Christophe? Oui, alors, bon, pour le débat, justement, moi, je vais exprimer je suis d'accord et pas d'accord avec ce qui a été dit.
D'accord, parce qu'il faut évidemment de la littératie, alors qu'on a appelé à l'Axopvia éconumérique ou la littératie de la sobriété numérique. Il faut des chiffres, des connaissances, etc. Mais je ne pense pas que ça suffise. En fait, bah, j'ai travaillé aussi en évaluation extra-financière des entreprises. J'étais pendant 2 ans chez Vigeo, là, un des principaux acteurs d'évaluation non financière des entreprises en Europe, où on évaluait les entreprises cotées en bourse sur des critères ESG. J'ai fait ça pendant 2 ans intensément. Et en fait, on avait des débats en se disant, bah oui, on a plein de connaissances, etc. Et on voit des entreprises qui font des choses, de l'éco-conception, de la CV, qui publient beaucoup d'informations sur beaucoup d'indicateurs, mais ils mettent le paquet sur l'information, sur les systèmes d'information. Puis ils changent pas beaucoup. Donc en fait, il y a le système d'information, c'est presque un effet pervers, peut être perçu ou utilisé comme un alibi pour ne pas transformer. C'est-à-dire, on fait déjà beaucoup en informant, en se connaissant mieux, en se positionnant mieux sur toutes ces échelles, en utilisant ces outils. On n'a jamais fait autant d'ACV dans le monde, autant d'éco-conception, et pourtant, les impacts globaux augmentent. On a plein d'informations qui nous est données par les rapports du GIEC, mais nos modes de vie continuent à être très en ébriété matérielle, numérique, etc., énergétique. Donc, ça ne suffit pas d'informer. C'est essentiel, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, on pourrait dire. Euh, alors moi, par rapport aux entreprises, je suis beaucoup plus pour des politiques d'encadrement, type contingentement, rationnement, etc. Des politiques publiques beaucoup plus fortes d'encadrement sur les points qui sont pas essentiels. Et pour les individus, ça suffit pas aussi de les informer parce qu'il y a un gros enjeu. euh, qui est les conditions d'action collective pour le changement. C'est-à-dire si vous voulez faire par exemple du vélo, parce que c'est mieux que prendre la voiture sur les distances 0 à 10 km par exemple, ben, s'il n'y a pas de piste cyclable, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'infrastructure collective, c'est téméraire ou vraiment suicidaire presque dans une ville. Si vous voulez faire de la visioconférence pour éviter de faire des voyages et que votre entreprise, votre organisation vous dit pour votre progression salariale, bah, il faut faire des voyages, ou pour les chercheurs universitaires, il faut aller dans des colloques internationaux et prendre l'avion. Et si vous dites maintenant je préfère la visioconférence, vous risquez d'avoir des pénalités pour votre carrière. Si vous dites dans une entreprise, moi je veux avoir des systèmes low-tech pour répondre aux mails, pour augmenter l'efficacité de mon travail parce que j'ai des systèmes de mémorisation propres avec mes petits carnets, eh bien, et qu'on vous dit, la direction de l'entreprise vous dit non, non, vous utilisez l'IA génératif parce que ça va augmenter la productivité, le consultant nous l'a dit, eh bien, vous allez être pénalisé. Donc, choisir seul sans que les règles collectives ou les infrastructures collectives qui rendent possible ces actions plus sobres ou vertueuses ne soient pensées, en fait, c'est bon, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans le viseur pour bien agir sur les conditions de la transition. Et ça, souvent, les approches de type nudge individuel ou incitation individuelle oublient ces dimensions collectives qui sont indispensables pour organiser le changement. Alors, moi, j'irais aussi, les gouvernements devraient beaucoup plus utiliser la prospective. Certains, il y a des agences, il y a donc le gouvernement fédéral a une agence de prospective qui s'appelle Horizon Politique Canada. L'Union européenne, à la Commission européenne, on fait beaucoup de prospectives stratégiques avec des méthodes de scénario qui permettent d'anticiper des futurs possibles pour enrichir les politiques publiques. Moi-même, j'avais travaillé à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique en France, à l'équipe prospective qui aidait à formuler des programmes de recherche innovants. C'est un outil fabuleux qui est sous-utilisé, par exemple, ici au Québec, au gouvernement, et qui pourrait être beaucoup plus... parce qu'il permet de construire des projections sur des futurs possibles et puis de mieux anticiper justement ce qui pourrait se passer dans un monde incertain et d'éviter, comme Martin soulignait ça, de subir des chocs, mais plutôt de les anticiper et d'organiser des trajectoires qui permettent de bifurquer et d'aller vers des mondes plus souhaitables. Et puis, il y a, dernier point, peut-être financer des programmes de recherche sur la sobriété numérique qui sont quasiment pas financés et un peu moins financer peut-être certains programmes de recherche sur l'IA, le numérique. Il y a une sorte de grand fantasme aujourd'hui sur de modernité, de performance collective, il y a une sorte de mise en récit. Donc il faut un autre discours rationnel autour de la sobriété en disant que ça peut être intéressant. Il peut y avoir des co-bénéfices sociaux, d'autres manières de vivre ensemble. Il peut y avoir des bénéfices environnementaux, bien sûr,
et c'est sans doute une recherche. Si cette recherche sur la sobriété numérique était financée à hauteur de celle sur l'IA, on aurait peut-être euh, des, des capacités à changer le monde qui seraient Mm. tout à fait intéressantes. Donc là, les gouvernements sont très séduits et ont une sorte de prêt-à-penser, comme on a du prêt-à-porter très, très commode avec les discours sur l'IA et on doit faire une sorte de critique ou d'autocritique ou euh, voilà. Merci, merci beaucoup. On arrive à la fin du temps qu'on avait, pas pour la totalité de la séance, mais entre nous. Et puis l'idée était de pouvoir ensuite ouvrir les questions aux participantes et aux participants. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, puis je vais peut-être me permettre, certaines ont été répondues en partie, donc je vais gagner du temps, mais il y en a une qui fait écho à ce que vous venez d'évoquer, en particulier Martin euh, et Christophe, là, de Jonathan Tedeschi, qui dit, je serais intéressé d'entendre les experts et expertes, en particulier Martin et Christophe, sur l'idée d'une remise en question profonde des logiques capitalistes qui sous-tendent nos systèmes technologiques. Il cite tu sais, Yves-Marie Abraham, qu'on connaît là à HEC, qui parle de l'entreprise monde, laquelle l'entreprise monde semble gouverner en imposant des dictats de l'économie, lesquels paraissent accentués par le développement de l'IA. Alors, est-ce que ce type de réflexion est mise de l'avant dans vos travaux ou dans les travaux que vous connaissez, dans votre champ d'expertise, notamment celui de l'éthique de l'IA? Et plus largement, quelle place ces discussions occupent-elles dans le domaine et si elles occupent une place dans le domaine? C'est une question Bah, complexe, je sais pas qui veut. nous, dans les scénarios de 2050, effectivement, on explore dans ces différents scénarios différents, on pourrait appeler modèles d'affaires ou types de gouvernance pour l'IA, le numérique. Donc, ça peut être par les communs, inspiré des travaux d'Eleonore Holmström. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, euh, intéressant comme perspective. On a aussi des scénarios, parce que les scénarios ne sont pas tous utopiques. Ils explorent aussi des controverses inconnues qu'on pourrait avoir dans les prochaines décennies, et donc des entreprises capitalistiques qui deviennent, pour des raisons de survie ou des opportunités de pouvoir, qui deviennent d'une certaine manière vertueuses, mais à leur manière. Donc, par exemple, dans le scénario sur une IA de décroissance et de post-croissance, on pourrait avoir des entreprises capitalistes qui saisissent cette opportunité pour développer encore certaines IA, des IA agentives par exemple, qui viendraient nudger tous nos comportements, anticiper les effets rebonds, etc., et qui trouveraient un nouveau terrain de jeu pour appliquer leur savoir. Donc ça soulève des controverses, ça soulève sur la gouvernance, mais on fait vivre d'autres formes de capitalisme, où ça peut être des social purpose companies, donc des entreprises qui ont des buts de profit et aussi avec des objectifs sociaux. C'est des innovations institutionnelles qui arrivent sur les nouveaux types de contrats d'actionnaires. Ça peut être aussi des politiques publiques très fortes de Hmm. rationnement. Ça peut être donc on diversifie Ouais. dans nos scénarios pour explorer toutes les configurations possibles. Mais évidemment, on pourrait dire le scénario tendanciel avec le capitalisme numérique tel qu'il est problématique. Et donc, il faut penser des modes de bifurcation. Mais ça ne veut pas dire à 100% en dehors du capitalisme. Ça peut être aussi avec des formes de capitalisme modifiées. Voilà. Repenser. Parce qu'il y a Je Et moi, je peux peut-être attraper vas-y, la balle vas-y. au vent. oui, vas-y, Cécile, oui. Oui, peut-être ça dépasse un petit peu la question du numérique, mais aussi vrai qu'on a un projet de doctorat en ce moment de Estelle Guino qui se penche sur la question de l'analyse du cycle de vie et de la décroissance. Donc, regardez comment est-ce qu'on peut aller analyser l'empreinte environnementale de modes de vie décroissants, y compris l'ensemble de nos choix que l'on fait dans les modes de vie et comment est-ce qu'on peut éclairer justement, sortir un petit peu du paradigme de la croissance et puis penser des modes de vie qui sortent de cette perspective-là. Donc là, je pense qu'on va avoir des choses qui vont être très, très intéressantes qui vont ressortir de ce projet-là par rapport à beaucoup d'aspects. Ouais, ouais. Est-ce que Martin, Sacha, vous avez... Oui, brièvement, ben, puis, je t'ai mentionné, moi, dans le cadre de mes recherches, je fais mon doctorat avec Jonathan Martineau, donc je reprends son cas théorique autour du capitalisme algorithmique, donc Hum, qui essaye de décrire un peu les formes récentes du capitalisme que l'on connaît et qui pense que pour le faire, on doit
mettre en lien en fait l'IA et le capitalisme moderne, au sens que pour comprendre le capitalisme moderne, et notamment les acteurs, les rapports de pouvoir qu'il y a aujourd'hui dans le capitalisme moderne, on est obligé de passer par qui a le contrôle sur l'IA, qui développe l'IA, qui utilise l'IA pour créer de la valeur. Et à l'inverse, on peut pas non plus comprendre aujourd'hui l'explosion de l'IA sans comprendre les acteurs qu'il y a derrière, qui sont des acteurs capitalistes. Donc, c'est le cas théorique que j'utilise du capitalisme algorithmique. Mais sinon, comme Christophe, là, moi, je m'intéresse dans les travaux un peu plus de prospective, je m'intéressais à différents modèles d'affaires, que ce soit au niveau des communs numériques, que ce soit au niveau de modèles un peu plus techno-sobres, au niveau de la mutualisation, au niveau du partage, de l'économie circulaire. Donc, bref, c'est assez varié. Mais sinon, ce qui m'intéresse dans ma thèse, mais que j'ai pas encore fait, donc c'est très préliminaire, mais c'est de voir un peu à travers tous les scénarios, pas tous, mais à travers les grands courants de bifurcation qui existent, comme la décroissance d'Yves-Marie Abraham et d'autres, comme les travaux sur la post-croissance, les travaux sur la planification démocratique de l'économie. En fait, il y a souvent la question technologique est soit éludée, soit minoritaire, soit extrêmement techno-optimiste. Mais on voit elle est assez peu abordée en fond. On voit que la critique du modèle actuel, puis imaginer d'autres modèles macro, c'est vraiment ça qui prend l'essentiel du travail, et c'est bien normal. Mais donc, par exemple, dans la décroissance, ben, il y en a qui vont être un peu plus anti-civ, on les appelle, mais donc qui vont dire ben, il n'y a aucune technologie connectée qui peut être démocratique et donc on n'en veut pas, surtout à l'échelle d'une biorégion, on peut pas créer de système numérique. Il y en a d'autres qui vont dire ben, on peut l'utiliser à certains endroits, donc essayer de comprendre un peu plus les tensions ou les liens qu'il y a possibles. Dans la planification démocratique de l'économie, il y en a qui pensent on peut réutiliser les capacités algorithmiques pour définir ben, à l'échelle de la société de quoi on a besoin, pour qui, comment est-ce qu'on l'alloue. Donc, une forme de technosolutionnisme, mais socialiste, on pourrait dire. Une Donc, IA communiste, c'est une ça? IA communiste, ouais, absolument, et de luxe parfois. Il y en a qui disent qu'on, de toute façon, on va pouvoir aller chercher des ressources sur d'autres planètes, donc c'est pas tant un enjeu. Bref, il y a vraiment de tout sur la question de la technologie et ses scénarios de bifurcation. Donc, je vais m'intéresser à ça, mais malheureusement, c'est trop embryonnaire pour pouvoir vous partager mes réflexions. J'avoue que le monde techno-capitaliste n'est pas toujours très inspirant pour le genre de travaux qu'on fait. Mais honnêtement, je trouve que la, 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 la perception change petit à petit. Même maintenant, genre avant, c'était waouh, l'IA, oh, waouh, Google, ChatGPT. Maintenant, de plus en plus, je trouve que les gens sont critiques et ça me donne de l'espoir. Genre même, je suis souvent pas la seule qui ouvre ma bouche pour critiquer. Et puis, par exemple, récemment, j'étais à un événement et puis il y avait un ancien ministre allemand, je pense, qui était vraiment très comme, ouais, il faudrait implémenter ça dans la stratégie. Il y a des lois existantes, ce que je trouve assez intéressant parce que souvent on essaie de faire des nouvelles lois en disant, ah ben là, le EUA Act, telle chose, tel machin, AIDA au Canada. Mais en fait, il y a plein de lois existantes qu'on peut, il suffit de les étendre un peu pour inclure. Et je pense que, honnêtement, parfois j'ai de l'espoir que le travail qu'on fait va devenir de plus en plus mainstream accepté par la société. Mais c'est vrai que le capitalisme, on peut pas y échapper. C'est intéressant là parce que vous avez les uns, les unes et les autres là glissé tu sais, ça me donne un bâton pour évoquer deux ou trois questions qui tournent autour de euh, plus de la société civile, des citoyens. Vous parlez d'une IA communiste, ou en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure expression, mais des questions qui sont posées là, qui sont ressorties sur ben, qu'est-ce que ça prendrait? Tu sais, on a parlé de sensibilisation, on a parlé de littératie, mais qu'est-ce que ça prendrait pour faire en sorte que, alors là, on n'est plus dans les entreprises, mais pour que le citoyen, tu sais, les citoyens, nous, là, nous tous, là, et nous toutes, qui votons, qui consommons, pour qu'on soit un peu plus sensible. Et puis, il y a une question un peu plus précise qui est, est-ce qu'il pourrait y avoir une IA qui aide le citoyen à prendre la mesure euh, de la nécessité d'envisager une IA plus sobre, plus... Donc, tu sais, c'est comme c'est ça, peut-être une IA, ben, bon, pas communiste, mais une IA qui serait vraiment contributive à une prise de conscience et à, peut-être à l'expression d'une nouvelle forme de citoyenneté numérique plus responsable aussi. Euh, je ne sais pas si les travaux de Sacha là, à essayer tu sais, des labels, par exemple, ou en tout cas, ou de la comparaison de modèles, peut-être de l'économie Euh, circulaire sur les modèles. Moi, je vois ça comme, en tant que scientifique, ce qu'on peut faire, c'est fournir des chiffres et fournir peut-être des méthodologies.
Et après ça, il faut comme passer la balle autant au grand public en disant, bah, voici le genre de choses que, en tant qu'utilisateur, vous pouvez demander si jamais ça vous intéresse. Parce Ah que oui. non, je pense que les usagers n'ont pas forcément conscience de l'empreinte carbone, enfin, carbone du numérique. Et maintenant, on commence à parler des données, de consentement, des choses comme ça. Et je pense que, comme à force d'en parler, on peut quand même améliorer la conscience publique, mais aussi aux décideurs. Parce que souvent, c'est comme si on propose des idées, après ça, ça peut être transformé en projet de loi ou en initiative. Et donc, mais il faudrait comme se rencontrer au milieu. Je pense que moi, je me vois un peu comme en chercheuse, genre creuser dans la terre, trouver des trucs, je sais pas. Et après ça, les passer pour que ça soit rattrapé plus haut. Mais effectivement, nous, on peut pas écrire des lois et eux, ils peuvent pas forcément avoir les chiffres qu'on a. Et donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Et c'est pour ça que je crois vraiment à des discussions comme celle-là et au forum plus large, etc. Parce que je pense qu'il faut continuer à être là et à en parler même si on n'est pas toujours d'accord, de au moins bouger un peu les choses. Est-ce que sur cette question-là, Ouais, je viens. oui, Christophe, En oui. fait, il y a une condition qui est assez forte, c'est que on ait une gouvernance démocratique de cette IA. Si c'est une IA qui nous aide à être plus conscients et qui nous donne des chiffres, qui nous donne éventuellement des conseils, qui nous oriente, etc., il faut que on ait tous participé à la conception de cette IA d'une certaine manière. Ça peut être par une conférence de citoyens, ça peut être par un contrôle démocratique, etc. On est très proche je sais pas, du contrat social de Rousseau. Là. Et on y adhère parce qu'on l'a tous décidé ensemble. Oui, Et ça ouais, devient quelque chose qui fait partie. Donc, si par contre ce sont des sociétés donc privées qui ont une capacité d'ingénierie très forte et puis qui développent des IA agentives qui vont, à partir de nos ouais, données bancaires, de différents apprentissages, nous dire, hop, là, tu vas faire un effet rebond, achète plutôt ceci ou change ton comportement. Enfin, qui, ouais, des systèmes de recommandation qui sont peut-être très efficaces et astucieux, etc., mais qui n'ont pas été, pour lesquels il n'y a pas eu de délibération publique, il n'y a pas eu de co-conception même. Là, c'est très ouais, questionnable. Je suis en désaccord avec ce type ouais. d'outil. Voilà. Si On par a contre, on peut co-construire un outil, mais en même temps, je rejoindrai Martin pour dire on pourrait aussi avoir le droit de vivre sans numérique, la possibilité d'avoir accès aux services publics sans numérique, d'avoir une vie low-tech déconnectée, sans être pénalisé non plus. Ouais, ouais. Ça Le doit droit à faire la partie déconnexion. des options de vie possibles. Et voilà. Et donc, comment. Voilà. Donc, faut voir comment on peut coexister aussi. Est-ce qu'on est tous obligés de rentrer dans un contrat social numérique? C'est pas, Ouais, c'est peut-être déjà un cadrage restreint et qui peut poser question. absolument. Puis on a vu l'exemple, tu sais, pendant la pandémie avec les applications de traçage de contact, par exemple, hein, qui ont fait débat sans faire débat parce qu'elles ont été imposées et puis on voit comment au Canada ou au Québec ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien Oui, donné du tout. oui, si elle devenait obligatoire. Oui. Et Oui, alors qu'il y oui, avait oui, des mesures low-tech qui fonctionnaient très, très, très bien oui, aussi, oui, absolument. sans passer par du numérique. Donc, Oui, oui, euh, voilà, oui, tout à fait. Enfin, les mesures d'urbanisme tactique, par exemple, qui consistaient à fermer des rues, élargir les trottoirs, absolument. des choses qui sont très low-tech en fait et qui étaient pleines de bon sens, étaient tout à fait valables aussi. Et donc, voilà. Oui, c'est un bon parallèle. Ouais. Je me permettrais peut-être de prendre la balle au vent. Je Oui, pense, oui, je bien l'ai sûr. mentionné tout à l'heure, mais je vais peut-être expliciter là-dessus. Je pense que c'est vraiment important, même à l'échelle citoyenne individuelle, de repolitiser collectivement le numérique. Puis, pas la question du politique. Ben, il y Non, a non, bien mais sûr beaucoup à faire au niveau de la régulation, mais je pense qu'on a beaucoup à faire entre nous pour ben, imaginer d'autres formes, des formes alternatives d'utilisation, d'interaction avec ces technologies numériques algorithmiques et de les faire advenir. Il y a la société civile, on voit, il y a beaucoup de projets justement qui sont super intéressants du côté des communs, du côté de projets collectifs, par exemple, du côté, j'ai vu Gabriel tout à l'heure, du côté de Flambeau. Il y a plein de petites initiatives comme ça qui commencent à émerger. Puis, je pense que c'est à nous aussi, collectivement, de les soutenir, de faire en sorte que, ben, elles prennent une plus grande place dans nos vies. Puis, il y a beaucoup à faire au niveau de la réglementation, mais il y a aussi beaucoup à faire sur à quel point on ouvre les bras, on a les bras grands ouverts pour
des solutions d'IA qu'on nous vend comme étant absolument incroyables, qui vont révolutionner la Ouais. vie. Puis on voit que c'est pas nécessairement, en fait, c'est pas une obligation. On a tendance à avoir cette vision de la société se numérise, puis on est en retard, puis c'est un discours Oui. qu'on entend tout le temps, là, il faut qu'on rattrape. Puis il y a une dimension économique qui est existante, et je sais que le Québec peut pas nécessairement dire, ben, moi, je vais pas faire ça, mais on voit à l'échelle locale, dans d'autres municipalités ou d'autres régions à travers le monde, des gens qui décident de pas avoir de suite Microsoft et qui s'en sortent très bien, de gens à l'échelle d'une administration, même, je pense en France, à l'échelle du parti du gouvernement, de passer sur du libre, de passer sur leur propre serveur ou solution d'info nuagique. On voit qu'il y a des petites résistances comme ça qui sont possibles et qui sont pas nécessairement de la réglementation ou de la régulation ou un rapport de force, mais qui sont juste sur le fait de ne pas accepter ou de chercher à encourager d'autres solutions lorsqu'elles sont disponibles. Donc, je pense qu'on a aussi quelque chose à cultiver entre nous de politique au sens large, de ben, comprendre que l'IA ou les IA qu'on nous vend sont techniques et donc politiques, qu'il y a une vision du monde Ouais, ouais. derrière, qu'il y a des Ouais, ouais. systèmes, il y a des modèles d'affaires et qu'on a la possibilité d'en soutenir d'autres. Et Ouais. je rajouterais avec des co-bénéfices à chaque fois. C'est-à-dire que un gouvernement qui choisit d'aller vers certaines solutions prête est moins sujet à des cyberattaques, moins dépendant de certains fournisseurs, peut avoir une sorte de redondance ou de robustesse ou de résilience augmentée, etc. Donc il y a des réflexions assez intéressantes sur les Ouais. co-bénéfices, comme on peut avoir avec la sobriété des choses sur les co-bénéfices sociaux parce que nos ados, enfants vont être moins exposés aux écrans, etc., etc. Oui, puis il en va. Il faut penser globalement, en fait, pas Ouais. simplement la question environnementale, mais la question environnementale en lien avec des co-bénéfices Ouais. sociaux très variés, en fait. Non, puis, oui, je trouve que c'est intéressant cette idée-là de peut-être de contribuer à améliorer la résilience de nos infrastructures et de nos services, de nos sociétés, en les rendant moins dépendantes, c'est directement dépendantes du numérique aussi, parce que ça, c'est un autre enjeu. C'est le travail sur Paris à 50 degrés, là, qu'on cite souvent, qui montre que dans un scénario comme celui-là, ben, une grosse partie des services, tu sais, l'infrastructure cellulaire ne tient plus, et donc si l'infrastructure cellulaire ne tient plus, c'est une grosse partie des services publics même qui tombent immédiatement. Donc ça met la société comment dire, pas en péril, mais dans une situation difficile. Il y a mon ami Daniel Forger là qui dans le chat dit: Je verrais bien un Siri à la maison répondre: Votre requête est très énergivore pour moi. Veuillez noter cette information sur votre cellulaire ou sur un bout de papier. Est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes d'agents conversationnels qui qui s'auto-censurent ou disent, voilà, non, Oui, c'est trop par rapport tu sais, à l'enjeu de la question que vous me posez. ça fait penser à la campagne publicitaire qu'il y a eu, alors c'est en France, par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, Noël dernier, sur les dévendeurs. Donc vous Oui, avez quelqu'un qui, par exemple, va dans l'équivalent d'un Rona pour acheter une nouvelle perceuse, oui, qui est passionné par le bricolage, et puis le vendeur ou la vendeuse dit, bah, peut-être votre voisin en a une, peut-être vous pourriez la réparer, etc. Et puis le client dit, bah, vous êtes bizarre, vous voulez pas me vendre quelque chose? Il dit, bah non, je suis un dévendeur, moi, je vous aide à réfléchir. Donc, il pourrait y avoir des IA qui soient dans une logique de défendeur. Ça pourrait ben être pas oui, mal. oui. De toute façon, les IA qui traquent nos comportements et puis tu sais, qui personnalisent à la fois les expériences de magasinage, que ce soit en ligne ou physique, pourraient les personnaliser, mais en prenant en compte le fait qu'on a déjà, tu sais, et puis que c'est pas encore temps de changer, etc. Mais c'est ça. Récemment, j'étais sur un panel avec quelqu'un qui disait, oui, on fait de l'IA bah, durable, je sais pas, parce que on suggère des produits avec une plus faible empreinte carbone selon nos méthodologies avec notre portail, enfin en tout cas. Et puis j'étais comme, mais est-ce que les produits les plus durables seraient ceux qu'on n'achète pas? Et je pense que j'ai vexé le monsieur. Ouais. Parce qu'il était comme, mais non, mais parce que s'ils veulent quand même acheter quelque chose, là, on monte des informations. Et j'étais comme, ouais, mais bon, peut-être qu'ils sont pas En au courant. avez-vous vraiment besoin? Donc Exactement. Non, il était pas très content, hein. on va pas conclure là-dessus, on va pas dire Et Sacha juste, alors, Lucioni est une dévendeuse d'IA, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les référentiels d'éco-conception de l'IA et du numérique, par exemple, la norme expérimentale de l'AFNOR, c'est le BNQ au niveau français.
euh, sur l'IA frugale, comme dans le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Les premières questions qu'on doit se poser, c'est sur celle de l'utilité du projet de système numérique ou de système d'intelligence artificielle. En a-t-on vraiment besoin? Quel serait le scénario alternatif sans IA ou en numérique plus sobre? Donc il y a tout un jeu de questions qui est posé pour devoir s'exercer à justifier la nécessité en fait de ce projet d'IA. Et ce sont des questions très 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 pertinentes et qui arrivent au début du référentiel. Donc c'est les premières questions qu'on doit se poser avant de commencer un projet. Et c'est très très bien que ces questions soient posées dans le voilà dans le référentiel, dans la méthodologie, on va dire, d'éco-conception. Puis on va terminer là-dessus. Là, il y a une dernière petite réflexion que je trouve intéressante aussi de Sylvie Larose, qui est une collaboratrice à l'Institut ici, et qui nous dit sur nos téléphones, iPhone par exemple, on a déjà la possibilité d'avoir des rapports hebdomadaires d'utilisation, là. Et puis on peut les paramétrer, etc. Mais on pourrait aussi y ajouter la consommation, par exemple. Ça génère quoi? La consommation Mais là, il faudrait demander à Cécile qui fasse Exactement, faudrait voir selon quel périmètre. Est-ce que c'est la consommation du téléphone ou est-ce que c'est la consommation de toutes les activités que C'est notre ça, c'est téléphone ça. Et puis quelle fait? empreinte carbone, quelle empreinte carbone ou Est-ce qu'on va quelle, ou regarder quelle... l'empreinte de tout ce qu'on a acheté grâce à notre téléphone Ouais. et aux sollicitations qu'il nous a envoyées? Oui, c'est ça qu'il a envoyé. En tout cas, on arrive à la fin de notre temps parce que on avait prévu de terminer à 30, puis on peut juste prendre le temps de vous saluer. Alors moi, je vais juste, ça va être très rapide, vous remercier tous les quatre et toutes les quatre. Vraiment, j'ai vu je regardais un peu, mais des gens qui remercient pour la qualité de vos réflexions, pour votre générosité, pour les exemples que vous apportez, pour aussi votre capacité tu sais, à- à transformer des sujets qui sont complexes, des débats qui pourraient être très clivants en plutôt discussion positive et en débat constructif. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment, sincèrement, à vous quatre. Juste pour rappeler, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, le panel est enregistré et il va être d'ici quelques semaines disponible en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut Environnement Développement Société. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a un message vous sera envoyé, ça c'est Ashley pourra vous le dire là sur la partie technique. Donc encore une fois merci, merci à toutes et tous aussi ceux qui étaient là. Je vais repasser la parole à Ashley qui je pense a 2 minutes promo pour le réseau, je crois. Donc Ashley, je te redonne la parole. Je te remercie aussi parce que puis je pense qu'on peut tous remercier Ashley parce qu'Ashley est la personne qui a à la fois eu l'idée de ce panel, puis elle a eu l'idée en particulier en lisant l'état de la situation publié par l'Obvia, c'était quand au printemps dernier, je crois. Hein. Si vous ne l'avez pas consulté, je vous invite à aller le consulter. Allez sur le site de l'Obvia, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, qui a publié un état de la situation dans lequel chacun des axes mettait un peu en avant l'état des réflexions, les enjeux, les questions soulevées, etc. Donc, merci beaucoup, Ashley. Je te redonne la parole. Merci à vous toutes et tous. Puis, ça a été un plaisir d'être parmi vous ce matin. Oui, merci énormément aux panélistes. Encore une fois, c'est très apprécié de votre présence, puis aussi vos réflexions ont été très. En tout cas, il y a beaucoup de reconnaissance dans le chat des personnes qui ont assisté aujourd'hui. Merci aussi aux participants d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Merci à Stéphane pour l'animation. Je sais, tu as mentionné tantôt que les panélistes ont des horaires très chargés, mais je sais toi aussi, tu fais partie de la gang des horaires un peu de fou. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'ai mis dans le chat pour les participants quelques liens vers la page web du réseau et aussi le formulaire d'inscription. Donc, si jamais vous souhaitez faire partie de notre groupe, ça nous ferait plaisir. Comme j'ai mentionné, on a entre 3, 4 activités par mois pour les membres. Puis, je vais mentionner aussi, oui, l'idée au début, ça provenait du rapport qui a été publié l'année passée, mais c'est lors d'une rencontre des membres en septembre où les membres ont voté sur quel sujet ils souhaiteraient voir présenté dans une activité, puis c'était le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est clairement une bonne idée de suivre l'intérêt de nos membres parce qu'aujourd'hui, on était même une 75 personnes dans l'activité. Alors, merci énormément. Je vous souhaite une excellente journée, puis au plaisir de vous voir à nos prochaines activités du réseau. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci.